Bonjour et bienvenue dans cet épisode introductif de Prélogie du cinématographeur, une chaîne avec laquelle nous explorerons ensemble le cinéma, souvent moderne, parfois classique, mais un film à la fois. On ira en gratter la surface pour montrer que le cinéma n'est pas uniquement une machine à popcorn, mais aussi un art à part entière, et que lorsqu'il est réalisé par un vrai artiste, il possède bien plus de strates et d'intelligence qu'on pourrait imaginer. Aujourd'hui, tout le monde fait des films, mais rares sont ceux qui se posent la question fondamentale qui est: qu'est-ce que je vais dire à travers mes images ? Je parle pas du scénario, je parle de la véritable façon de filmer, l'utilisation du langage cinématographique. Tout est dans le nom, grec, kinéma, le mouvement, et graphéine, l'écriture. Comment écrire, comment peindre le mouvement. Ça va être le rôle du réalisateur du film. Mais qui c'est ce réalisateur ? C'est le mec qui va faire chef d'orchestre de dizaines voire de centaines de personnes qui vont bosser sur le tournage. Normalement, le réalisateur écrit ou choisit un scénario qui l'intéresse et va plancher dessus pour se demander comment il va filmer le truc. À partir de là, c'est lui le capitaine du bateau. Il va devoir gérer les choix qui s'offrent à lui. Est-ce que je vais tourner en couleur ou en noir et blanc ? En pellicule ? En numérique ? En quel format d'image ? Le 1.33 ou 4/3, inventé par Edison comme un vieil écran de télé, qui était le premier format utilisé quand on a inventé le cinéma, ou le 1.85, celui qu'on utilise un peu plus maintenant, le 16/9 comme les écrans de télé modernes, c'est le format préféré de Steven Spielberg par exemple, ou encore en 2.35, le cinémascope, le format préféré de John Carpenter. Ensuite, il faut choisir les lieux, en décor réel ou en studio. Si on est en studio, on doit tout reconstruire, donc on a des questions qui vont se poser à nous comme peut-être: est-ce qu'on va construire un plafond si on filme une pièce ? Il faut savoir que par exemple, personne n'avait filmé un seul plafond à Hollywood avant Orson Welles dans Citizen Kane en 1941. Plus de 45 ans de cinéma sans se poser cette question. Puis le choix de la lumière naturelle ou artificielle. Puis gérer la construction de ses décors, choisir une ambiance. Quelle ambiance aura ce qu'on va filmer ? Dans une pièce par exemple, est-ce qu'il y aura des rideaux aux fenêtres ? De quelle couleur ? Est-ce que la lumière vient de l'extérieur ? Est-ce qu'il y aura un miroir ? Ce sont des questions qu'on se pose lorsqu'on veut donner du sens à son plan quand on est réalisateur. Mais comment est-ce que je vais donner du sens à tout ça ? C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Par exemple, si je veux filmer quelqu'un qui a un secret, une double personnalité, un traître, je peux le filmer avec un miroir qui le reflète pour souligner son côté double. Comme ici par exemple, Brian De Palma dans Pulsion. Il explique en un seul plan pourquoi Michael Caine ne peut pas être attiré sexuellement par sa cliente, parce qu'il a une double personnalité, qu'il est lui-même une femme et surtout le tueur. Do you want to sleep with me? Yes. Then why don't you? Il y a de multiples façons d'utiliser les miroirs. Dans la liste de Schindler par exemple, le seul moment où Spielberg va filmer le monstrueux personnage d'Amon Goeth à travers un miroir, c'est lorsqu'il essaye d'appliquer ce que lui dit Schindler et qu'il essaye de montrer de la compassion envers les juifs du camp au lieu de juste les tuer. Il montre une autre facette de lui-même. Mais chassé de naturel, il revient au galop, il ne supporte finalement pas cette compassion et va immédiatement tuer le gamin qui a mal nettoyé sa baignoire. Et ce changement psychologique, Spielberg le figure à l'écran en se détachant du reflet de Goethe qui singe la clémence de César et en le filmant à nouveau sans reflet, sa vraie personnalité qui est revenue. On peut aussi utiliser un miroir pour opposer deux personnages dans un film et préfigurer une trahison. C'est assez magistral dans Mission Impossible Fallout, où Christopher McQuarrie va poser Henry Cavill en double maléfique de Tom Cruise par 2 fois, juste avant l'opération où il va le trahir. Ou encore dans le final de Volte-Face de John Woo. On a Nicolas Cage et John Travolta, l'un baron du crime et l'autre qui est flic, qui ont échangé leur visage et qui ont vécu dans la famille l'un de l'autre. Dans leur face-à-face ultime, ils doivent se tirer sur eux-mêmes, sur leur reflet dans le miroir, qui symbolise leur comportement dysfonctionnel. Ils doivent anéantir leur propre image pour pouvoir revivre. La symbolique du miroir est palpitante et elle est utilisée par les réalisateurs pour établir des significations au sein même de leur mise en scène. Quand tu réalises un film, mettre un miroir dans un plan, c'est uniquement pour donner du sens. Parce qu'un miroir dans une scène, c'est chiant pour l'équipe, il faut faire gaffe à ce qui reflète pas la caméra, il faut faire gaffe à ce qui reflète pas les techniciens, il faut éclairer ce qui reflète. Tu mets pas un miroir dans un plan si t'en as pas vraiment besoin. Revenons au choix de notre réalisateur. Il a son décor, maintenant il faut qu'il décide de comment il va cadrer ses plans, comment il va filmer ses acteurs pendant une discussion par exemple. Le plan de base, c'est le champ contre champ, c'est-à-dire filmer ses acteurs d'un côté puis de l'autre, pour voir chaque acteur qui parle ou voir les réactions de l'autre. Dans ce système, il y a une règle qui s'appelle la règle des 180 degrés qu'il ne faut pas transgresser. La scène du dîner dans Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner est un cas d'école pour ça.
Il ne faut pas franchir la ligne des regards entre les deux personnages. Si on passe la caméra de l'autre côté du champ contre champ, à 180 degrés de là où était la première caméra, le spectateur est mis mal à l'aise parce qu'on va rompre la cohérence spatiale. Les regards n'iront plus dans la même direction. C'est une des règles de base du cinéma. Mais toute règle tient à être transgressée, donc certains réalisateurs vont s'aventurer à briser ces 180 degrés s'ils ont besoin de donner du sens. Par exemple ici Shining. Tout le but de Stanley Kubrick dans le film, et ça on y reviendra tout au long de l'épisode, va être de briser le plus de règles de continuité possible afin de mettre le spectateur mal à l'aise. Pourquoi ? Pour montrer la fracture de l'esprit de Jack Torrance, sa bascule dans la folie, figurer le film comme son cerveau. Il va ainsi dans ce dialogue faire un raccord à 180 degrés, passer de l'autre côté de la ligne des regards pour inverser l'espace, briser la continuité et bousculer le spectateur. Une autre façon de briser les règles du champ contre champ, c'est Peter Jackson qui le fait dans Les Deux Tours, où il respecte à la lettre la règle des 180 degrés, mais il l'applique à un seul personnage, ce qui permet de figurer directement la schizophrénie de Gollum au sein de la mise en scène. La position de la caméra peut aussi influer sur le déroulé de la scène. Le réalisateur peut choisir de placer la caméra plus haute que le personnage, en plongée, afin de donner l'impression qu'il est écrasé par son environnement, mais aussi par des soucis, par de l'humiliation, comme si on le regardait de haut. Il est dominé. Regardez cet exemple qui vient de l'épisode 1 du Cinématographeur, sur American Beauty. Ici, Sam Mendes perd totalement son personnage dans le plan. Il va l'écraser par la pression sociale de son patron, qui est filmé de manière complètement différente. D'autres réalisateurs vont renforcer ce sentiment en utilisant la plongée totale, comme Hitchcock dans La mort aux trousses, où le personnage de Cary Grant est vu comme un pion totalement perdu dans un décor surréaliste qu'il dépasse. La plongée bouche l'espace derrière le personnage, elle enlève toute perspective, ce qui est souvent utilisé comme métaphore. A l'inverse, la contre-plongée va avoir tendance à magnifier le personnage, le rendre plus grand, dominant et à ouvrir l'espace derrière lui. Un exemple brillant, c'est le monologue des larmes de la pluie de Roy à la fin de Blade Runner, où étant lui-même une machine, il est finalement devenu plus qu'humain, et il va sauver le personnage d'Harrison Ford qui veut le tuer. Des conventions, ça n'existe que si on peut les transgresser, si on veut les transgresser. Et certains réalisateurs visionnaires vont se permettre d'utiliser certaines techniques et de les renverser, de les shifter complètement. Orson Welles dans Citizen Kane, on en parlait plus tôt justement, qui a fait construire des plafonds pour la première fois à Hollywood. Mais pourquoi ? Il y a eu toujours une nécessité derrière. Il veut pas se compliquer la vie, il veut dire quelque chose. C'est parce qu'il avait besoin de transformer ses contre-plongées sur son personnage principal, un magnat de la presse, qui était censé le grandir, le magnifier, au sens littéral de la contre-plongée, et renverser totalement ce sentiment en bouchant l'espace derrière lui avec les plafonds, en l'écrasant contre le plafond pour signifier son enfermement dans cet univers qu'il regrette. Revenons à nouveau à notre réalisateur. Il peut mettre la caméra plus haute ou plus basse que son personnage pour ajouter de la signification au plan, mais il peut aussi débuler le plan, c'est-à-dire désaxer l'axe horizontal, concrètement mettre la caméra de travers. Ça permet d'introduire un malaise chez un personnage. Ici par exemple dans Mission Impossible de Brian De Palma, on y reviendra souvent, il montre le monde qui bascule autour du personnage de Tom Cruise qui comprend la machination dans laquelle il est impliqué. Le réalisateur peut aussi choisir d'interposer un élément entre son sujet et la caméra, comme le fait ici Spielberg dans son premier film Duel, où il figure ainsi son personnage principal comme une cible pour le camion meurtrier qui le poursuit. Avec tout ça, on parle de plans qui succèdent à d'autres plans, mais on peut aussi décider de jamais couper son plan, faire ce qu'on appelle un plan séquence, un mouvement continu de caméra, comme celui par exemple de 12 minutes qui ouvre Snake Eyes de Brian De Palma, dans lequel on assiste en temps réel aux côtés de Nicolas Cage sans aucun montage à un match de boxe au terme duquel le secrétaire d'État est assassiné. Ici, le but du plan séquence est de montrer que l'image ment, en étant enfermé dans l'unicité de ce point de vue. Ce plan séquence magistral a son contre-champ, son premier cut sur l'image du grand ballon en forme d'œil qui a filmé toute la scène. On coupe sur le regard, sur l'œil, mais aussi sur la caméra, parce que cet œil a une caméra à l'intérieur, pour montrer un contre-champ. De Palma établit un véritable dialogue des images à l'intérieur de son film. Il ne laisse rien au hasard, tout a une nécessité. Son personnage n'a vu que ce qu'on voulait bien lui montrer, et il va devoir par la suite entrer métaphoriquement dans la salle de montage pour retrouver les plans de coupe, tout ce qui a été filmé par les autres caméras, les contre-champs qui lui ont été refusés dans l'ouverture du film, dans le plan séquence, pour comprendre la machination. Tout cela chez De Palma est évidemment une référence à la vidéo Zapruder, cette vidéo sans coupe et sans contre-champ qui a filmé l'assassinat Kennedy, qui montre tout en cachant le plus important, ce qui se passe derrière, le contre-champ caché, l'identité du fameux tueur.
Maintenant que notre réalisateur sait comment il va positionner sa caméra, comment il va composer son plan, s'il le filme plus haut, plus bas, s'il va couper, s'il va pas couper, la question est simple, qu'est-ce qu'il va mettre au bout de sa caméra? Quelle optique et quelle focale il va utiliser? Deux extrémités du spectre. Une focale courte, communément appelée grand angle pour voir de façon très large, comme Kubrick dans Orange Mécanique, où le film est filmé quasiment uniquement en grand angle. Il voulait signifier que l'horreur ne vient pas des recoins cachés du plan, elle vient de ce qu'on connaît déjà, de l'être humain lambda, la prochaine personne qui peut sonner chez vous. Il illustre la phrase de Hegel « L'homme est un loup pour l'homme » uniquement à travers son choix d'optique. En cachant rien de son décor, en utilisant des optiques à la limite du fisheye, il montre que la violence est devenue quotidienne. Il vient de partout et va déformer l'homme par la déformation du plan dû au fisheye. L'ouverture du film est une sorte d'inversion de ce qu'on avait vu juste avant chez De Palma. Si De Palma fermait son plan séquence sur un plan d'œil, Kubrick, lui, va ouvrir son film sur un plan d'œil et va totalement ouvrir son champ avec un long travelling arrière. Il signifie qu'on va absolument tout voir, l'opposé exact de Palma. À l'exact opposé, à l'inverse de la profondeur de champ dans Orange Mécanique, Sergio Leone, lui, dans ses westerns, il aimait faire des plans de plus en plus serrés avec des très longues focales, comme des très gros zooms pendant ses duels légendaires. Il travaillait à casser les codes du western, un genre hollywoodien qui avait des codes hyper stricts et où l'immensité du paysage primait sur l'être humain. Sergio Leone, qui est un réalisateur italien qui filme en Espagne, et 20 ans après les géants du western comme Ford ou Howard Hawks, il va reprendre une esthétique qui vient plus des films japonais de Kurosawa que du western hollywoodien classique, et il va, en resserrant de plus en plus ses plans et en prenant son temps, travailler sur la plongée dans l'abstraction et la dilatation du temps, qui devient scénaristiquement improbable, mais qui va créer des séquences absolument mythiques. Maintenant que notre réalisateur a choisi son plan, il a choisi ses coupes, il a choisi son optique, il va devoir faire ses réglages sur la caméra. Quelle ouverture de diaphragme est-ce qu'il va choisir? Ce qu'on appelle le f-stop. Il y a beaucoup de choses à en prendre en compte, c'est pour ça que je voulais aussi faire un récapitulatif avec vous. Et c'est important pour donner du sens à un plan. Pour faire simple, l'ouverture du diaphragme, c'est la profondeur de champ. Est-ce qu'on va voir que tout soit net de l'avant-plan jusqu'à l'arrière-plan pour avoir quelque chose d'ultra réaliste où on voit absolument tout, ou alors est-ce qu'on veut isoler un personnage, le faire ressortir en floutant ce qu'il y a devant et derrière lui? Outre le côté plus esthétique ou réaliste de ce choix, un bon réalisateur peut également se poser la question de ce qu'il veut dire en rendant net ou flou un plan. Par exemple, ici dans Excalibur, John Boorman va rendre la forêt brocéliande de plus en plus nette au fur et à mesure que s'approche Merlin, l'enchanteur, de ses personnages. Merlin est le lien entre les personnages, entre Arthur, et la magie de la forêt de Brocéliande, qui leur apparaît floue sinon. Ou encore ce plan de Obsession, de Brian De Palma, où il fait un double choix de focale. Il filme un côté de l'écran avec un diaphragme fermé pour avoir une grande profondeur de champ, et de l'autre côté, son personnage principal avec un diaphragme hyper ouvert pour l'écraser et rendre son environnement flou autour de lui. En coupant son écran en deux avec un split screen caché et en choisissant deux profondeurs de champ différentes pour un même plan, De Palma montre que son personnage est totalement déconnecté de la réalité suite à la mort de sa femme et de sa fille. Il plonge dans l'abstraction et le monde devient flou autour de lui. Il se détache du monde dans lequel il vit, il devient aveugle. Aveugle à son empire immobilier qu'on voit par la fenêtre et à son partenaire de business figuré à gauche du cadre. Spielberg fait exactement la même chose dans Les Dents de la Mer, dans ce plan, en utilisant la double focale. Il montre que le personnage du shérif Brody est totalement investi dans ce qui se passe à gauche dans la mer, il guette l'attaque du requin, alors que la personne qui lui parle est totalement détachée de l'océan. Le sens du plan est double. Cette personne, en lui parlant, lui rend l'océan et donc la menace du requin floue. Et cette personne n'a également que faire de la menace potentielle du requin, il est plus intéressé par les retombées financières de l'affaire et par ses soucis domestiques. Il est aveugle à la menace de l'océan. C'est pourquoi l'océan lui apparaît flou. Maintenant je sais comment je vais filmer mes acteurs. Mais qu'est-ce que je vais leur mettre dessus? Comment est-ce que je vais les habiller? Parce que oui, les couleurs aussi sont porteuses d'un grand symbolisme. I have to stick to either a tie that is red or a tie that is blue. A yellow tie made it look as if I was taking my situation lightly, and a silver tie meant that I'd forgotten my roots. Certains réalisateurs font voyager les couleurs au sein même d'un film pour donner du sens. Dans Vertigo, par exemple, Alfred Hitchcock filme la découverte de Madeleine, la femme factice que doit suivre James Stewart et dont il va tomber amoureux, habillée de vert et de profil, le regard vers la droite, dans un plan iconique. À la moitié du film, Madeleine meurt. Et James Stewart va rencontrer dans la deuxième partie du film une femme qui lui ressemble incroyablement. Il la suit chez elle, et Hitchcock va la filmer également de profil.
avec une lumière verte intense, mais cette fois-ci qui provient de l'extérieur, qui est plaquée sur elle. Et la femme regarde à gauche, de l'autre côté, comme si Hitchcock filmait l'exact opposé, le contre-champ du premier plan sur Madeleine. Cette femme, Judy, est filmée comme une ombre sur laquelle on projette une lumière verte. Et elle est face à une grande fenêtre, à travers laquelle est projetée la lumière. Un cadre dans le cadre, un redoublement de l'écran de cinéma. Hitchcock montre en un seul plan la mise en scène à laquelle James Stewart a assisté plus tôt dans le film. Cette femme n'était qu'une actrice, embauchée pour jouer le rôle de Madeleine par le mari de la vraie Madeleine, afin qu'il puisse tuer sa femme dans un crime parfait et en rendre James Stewart témoin. Il a donc mis en scène Judy en tant que Madeleine, en projetant sur elle l'image factice de sa femme, représentée ici par la couleur verte, comme sa fameuse robe verte qu'elle portait au début du film à la première rencontre. Et c'est donc montré par Hitchcock à travers la mise en scène, en projetant littéralement cette lumière verte sur elle à travers un écran, comme depuis une cabine de projection. Hitchcock filme la mise en scène littérale que contient son film. Vertigo est la clé de voûte de la trilogie hitchcockienne sur la mise en scène, avec Fenêtre sur cour d'un côté et La mort aux trousses de l'autre côté, où Cary Grant devient un pion dans une mise en scène géante. De façon plus simple, un réalisateur peut renforcer les traits de caractère de ses personnages à travers l'utilisation qu'il fait des couleurs. Reprenons Les Dents de la Mer. Steven Spielberg a habillé ses trois personnages principaux de façon très différente. Hooper et Quint, l'océanographe et le marin, sont habillés en bleu et ont tous les deux les yeux bleus. Ils ont la couleur de l'eau, ils représentent l'appel de l'océan. Alors que Brody, le shérif, de l'autre côté du spectre, a une phobie de l'eau. C'est un être résolument terrestre. Il est habillé de beige, la couleur du sable, et il a les yeux marrons. Rien en lui ne rappelle l'océan. Et tout le principe du film va être pour lui de vaincre sa phobie, de réduire peu à peu le territoire de Brody pour le rapprocher de l'eau de plus en plus. Il vient de New York, puis il s'installe sur la petite île d'Amity, puis il va devoir aller sur le bateau va être dévoré à moitié par le requin, réduisant de plus en plus son territoire. Et ça c'est préfiguré par Spielberg dans le plan où le bateau part en mer. Plus le bateau coule, plus la distance entre Brody et l'eau va se réduire comme peau de chagrin, jusqu'à ce qu'enfin à la fin du film il puisse se jeter à l'eau, son territoire ayant été réduit à néant. Les Dents de la Mer, c'est finalement un film à propos d'un homme qui va vaincre sa phobie de l'eau, c'est comme une grande quête initiatique. Devant tous ces choix, on va avoir deux extrémités d'un spectre de réalisateurs. D'un côté, ceux qui vont prendre des décisions de mise en scène en choisissant le truc qui aura l'air le plus cool ou pas, souvent qu'ils auront vu ailleurs, mais qui n'aura aucun sens. Et de l'autre côté du spectre, un réalisateur comme Stanley Kubrick, qui passera selon ses propres termes autant d'heures qu'il y a dans une journée et autant de jours qu'il y a dans une semaine, à penser à la signification de ses plans. Le tâcheron et le génie. Évidemment, dans cette chaîne, on va plutôt s'intéresser au génie, à l'autre extrémité du spectre, à ceux qui vont réfléchir vraiment, se poser la question « Comment est-ce que je vais faire pour que ce que je vais filmer soit cohérent avec ce qui se passe dans le film ?» On vient de voir quelques exemples concrets de choix de plan, mais cette réflexion peut être beaucoup plus symbolique et métaphorique. So, how was the movie? Sucked. And a typical romance, where the couple finally tell each other they love one another in the rain. Why does everyone like to stand around and talk in the rain in movies? Oh, maybe it's a metaphor for purification, starting anew. Cette réflexion peut être plus générale et travailler le film dans son entier. On peut citer ainsi la métaphore christique de E.T. de Steven Spielberg, où un personnage vient du ciel pour apparaître dans une grange, qui porte une toge, qui va être poursuivi par de méchants représentants de l'ordre, CIA romain, même combat, qui guérit les maux de l'humanité grâce à l'union des doigts, il ressuscite les morts, il va devoir mourir, être mis dans un tombeau, Elliot lui dira d'ailleurs ceci, I believe in you all my life. il va ressusciter grâce à son Sacré-Cœur pour enfin remonter au ciel dans une ultime ascension. Parfois, cette métaphore se retrouve là où on ne l'attendait pas forcément. George A. Romero, par exemple, le père des zombies, a fait de son œuvre principale une quadrilogie hyper politisée qui parle de l'Amérique contemporaine. En 1968, dans Night of the Living Dead, il aura comme sous-texte de son film la guerre du Vietnam. Il utilise ainsi le noir et blanc, la caméra portée et la pellicule 16 mm pour donner du grain, se confondant ainsi totalement avec les images journalistiques que l'on pouvait voir à ce moment-là, alors que la guerre du Vietnam faisait rage. Il utilise le même vocabulaire militaire comme l'opération Search and Destroy et fait ainsi un parallèle entre les zombies et les soldats américains, devenus de véritables machines à tuer sans cerveau durant cette guerre inutile. Romero a un second discours en parallèle sur la ségrégation.
Il est ainsi l'un des premiers de l'histoire du cinéma à montrer un acteur principal noir, et en le faisant tuer et lyncher à la fin par des rednecks l'ayant mépris pour un zombie, il fait un furieux parallèle avec l'assassinat de Martin Luther King et Malcolm X. 10 ans plus tard avec Dawn of the Dead, il fait évoluer ses zombies et sa portée politique en faisant un parallèle avec la société de consommation. Ces morts-vivants vont hanter un supermarché. Même dans la mort, il reste des consommateurs, leur cerveau ayant tellement été lavé. En 1985, avec Day of the Dead, les zombies évoluent encore. Romero va alors analyser la guerre froide, il va humaniser à nouveau ces zombies, encore plus qu'avant, qui font alors preuve d'intelligence, et les scientifiques vont faire des expérimentations sur eux dans un bunker. Romero va affiner de plus en plus au fur et à mesure de sa filmographie la frontière entre humains et zombies, rendant le spectateur de plus en plus ambivalent quant à son identification à un camp ou à un autre. Même les titres de ses films montrent cette évolution thématique. La nuit, l'aube, le jour. Il faudra attendre 20 ans pour voir Land of the Dead en 2005, où là il est même plus question de savoir si les zombies sont intelligents ou pas, ils sont organisés, ils sont plus humains et plus touchants que jamais. Le film est entièrement centré autour d'une ville construite sur une île, au milieu de laquelle se dresse une tour où siège un dictateur fou. Nous sommes au milieu d'une lutte entre les puissants et les laissés pour compte, dans un New York métaphorique hanté par Clinton et les événements du 11 septembre. La métaphore peut être politique, comme chez Romero, mais elle peut aussi parler du média lui-même, une mise en abîme, c'est-à-dire parler de ce que c'est que de faire du cinéma à l'intérieur même d'un film. Un exemple frappant, c'est Hitchcock dans Fenêtre sur cour, qui en réalisant ce film, va remettre en question la place du spectateur dans un film. En effet, on suit James Stewart, un photographe bloqué dans un fauteuil roulant suite à un accident, une jambe dans le plâtre. Il ne peut que regarder à travers sa vitre dans son arrière-cour la vie de ses voisins. Il est une incarnation parfaite du spectateur de cinéma qui regarde une histoire qui n'est pas la sienne à travers un écran / une fenêtre, redoublement de l'écran de cinéma. Mais en tant que spectateur, frustré de ne pas pouvoir participer à la fiction, il va forcer cette fiction. Et grâce à ses jumelles, le pendant de la caméra du réalisateur, il va aller chercher lui-même l'intrigue du film en regardant à travers les fenêtres de ses voisins, comme plein de petits écrans de cinéma qui lui projettent chacun une histoire différente. Et il va aller lui-même, comme dans une salle de montage, les raccorder les uns avec les autres pour se créer son propre film, sa propre intrigue de meurtre. En parfait petit réalisateur, il va même envoyer au sein de cette fiction artificielle son actrice Grace Kelly, qui est sa copine dans le film, qui va diriger depuis sa salle de montage pour qu'elle devienne star de son film mental. Le discours du réalisateur peut ainsi transcender complètement le film pour parler totalement d'autre chose. Metaphors? I hate metaphors. That's why my favorite book is Moby Dick. No frou-frou symbolism, just a good simple tale about a man who hates an animal. Does the white whale actually symbolize the unknowability and meaninglessness of human existence? Yeah, no. That's just a fish. Mais ce discours peut aussi être très terre-à-terre et renforcer le propos du film directement dans la réalisation, dans la façon de filmer. Comme par exemple la façon dont Cronenberg gère l'espace du laboratoire de Jeff Goldblum dans La Mouche, où il crée un décor de façon à ce que toutes les fenêtres qui se situent derrière son personnage soient bouchées, blanchies, occultées, et que régulièrement des tuyaux barrent l'écran comme si le laboratoire se transformait en prison sans aucune échappatoire. Le personnage est enfermé et tout issue est bouché. Le film avance inéluctablement vers la tragédie et la mort de Jeff Goldblum. Cette anticipation du devenir des personnages est souvent présente chez les grands réalisateurs. Ils adorent donner des clés aux spectateurs, et Scorsese le premier. Par exemple, il a truffé Shutter Island d'indices qui trahissent la maladie mentale de DiCaprio, le fait qu'il est lui-même un pensionnaire de l'asile, et son aversion à l'eau, où se sont noyées sa femme et sa fille. Comme par exemple le fait que la femme qui l'interroge fait semblant de boire un verre d'eau. Ou bien le fait que lui, il a un garde derrière lui, comme exactement la femme qui l'interroge, parce qu'ils sont tous les deux pensionnaires de l'asile. Lui n'est pas un vrai policier, mais quand Scorsese filme le vrai policier, il n'y a pas de garde derrière lui. Il donne des clés du film. Ou Paul Verhoeven par exemple dans Starship Troopers, qui présente la relation de ces deux personnages principaux, Rico et Carmen, à travers un dessin que fait Rico sur une tablette graphique. Le personnage de Rico se fait repousser dans cette animation par Carmen, exactement comme elle le fera plus tard dans le film, à travers également une vidéo, et lui se fera gicler dessus un liquide visqueux et orange à la face par une créature en image de synthèse, exactement comme ce qui s'était passé au début du film. Ici c'est du 2 en 1, c'est juste brillant. Allez, encore un exemple pour le fun, dans Taxi Driver, encore Scorsese. Il va marquer dans les plans l'isolement idéologique du personnage de Robert De Niro. C'est expliqué tout simplement. De Niro discute avec des gens qui sont censés être ses amis. Mais regardez comment les personnages sont filmés par Scorsese. Ses amis sont filmés en groupe, face à lui,
alors que lui est désespérément seul dans son plan. Il filme la fracture idéologique entre les deux. Un bon réalisateur se doit de se poser ces questions sur ce qu'il filme et surtout comment il le filme pour traduire par le langage cinématographique le sous-texte qui va étoffer son film et lui donner de nouvelles strates de lecture que juste le scénario, juste ce dont parlent les personnages. Dans son méga entretien avec François Truffaut, Hitchcock disait quelque chose de très important. Ce n'est pas forcément nécessaire que le spectateur comprenne tous les éléments que le réalisateur met dans son film, mais c'est primordial que ces éléments y figurent pour que le film ait une vraie ampleur, une universalité qui le transforme en un grand film et parle directement à l'inconscient du spectateur. L'inconscient, le sentiment que le cerveau dicte au spectateur en regardant le film est très important. Mais le spectateur n'a pas forcément besoin d'être conscient de tout ce que le réalisateur a mis dans son film. Même si pour moi c'est passionnant à décortiquer, on va passer des longues heures à en discuter ensemble, il faut être incroyablement attentif, par exemple, pour voir tous les faux raccords qu'a distillé Stanley Kubrick dans son film Shining. Un faux raccord, c'est un élément qui est là dans un plan et qui est différent dans le plan d'après. Comme par exemple une fleur qui apparaît ou qui disparaît, un col de chemise qui ouvre et qui se ferme. Là, dans Shining, c'est quelque chose qui est fait exprès, pour montrer la distorsion de l'espace et du temps, qui sont extrêmement importants pour Kubrick, pour créer le malaise chez le spectateur, et déplacer en fait l'action même du film à l'intérieur de l'esprit de plus en plus malade de Jack Torrance. On peut citer le labyrinthe, qui n'existe pas au début du film, puis qui apparaît, puis qui change de taille, dont le panneau explicatif change brusquement d'endroit au milieu du film, et dont l'entrée au début est située à l'opposé de l'hôtel, alors qu'à la fin elle sera située en face de lui. On peut aussi citer la chambre 237, qui ne répond absolument pas aux lois de la physique. Elle est sur 2 niveaux, alors que dans le couloir, on voit la porte de la chambre d'à côté très clairement, à 4 mètres, porte qui donne directement sur le lit de la chambre 237, à laquelle on devrait accéder par une marche. Le sens de l'espace n'a plus rien de cohérent à l'intérieur de Shining, comme ce meuble qui semble apparaître et disparaître derrière Jack Torrance. Tout ça c'est volontaire. Kubrick refaisait ses plans plus d'une centaine de fois dans Shining. Est-ce qu'on le voit, tous ces faux raccords ? Non, pas forcément. Mais le fait que ça y soit, ça va permettre de mettre le spectateur mal à l'aise, sans même qu'il sache pourquoi. Et ça c'est merveilleux. Quand je suis réalisateur, je me pose la question, comment est-ce que je vais filmer cette idée ? Comment est-ce que je peux figurer l'idée que j'ai sur l'écran ? C'est comme ça, et uniquement comme ça, qu'ont été faites les plus grandes avancées techniques dans le cinéma. Des trucs qu'on utilise tout le temps maintenant, mais qui ont été inventés pour répondre à des besoins précis qu'ont eu des réalisateurs visionnaires pour traduire à l'image ce qu'ils voulaient représenter. Par exemple, le transtrave, qu'on revoit avec plus ou moins d'intérêt dans des milliers de films, est une figure qui a été inventée par Hitchcock dans le film Vertigo, pour répondre à une nécessité de mise en scène. Il avait besoin de figurer à l'écran le vertige dont souffre James Stewart. Il a donc trouvé cet effet où la caméra avance et dézoome en même temps, permettant de passer dans un même plan d'une très faible profondeur de champ à une très grande profondeur de champ, derrière le personnage central. Ça vous permet comme ça de réviser ce qu'on disait un peu plus tôt sur la profondeur de champ. C'est un phénomène qui crée l'illusion du vertige. Une autre invention qui est devenue encore plus commune que le transtrave, c'est le Steadicam. Un procédé de caméra porté sur vérin qui permet d'avoir des mouvements hyper fluides, comme si on était en apesanteur, sur des très grandes distances, on peut même courir avec. C'est Stanley Kubrick qui l'a intronisé dans le cinéma américain, dans Shining, encore Shining. Il cherchait un procédé pour filmer ses personnages de façon à ce qu'ils soient totalement perdus dans l'espace labyrinthique de l'hôtel Overlook, qu'ils soient écrasés totalement par des longs plans sans aucune coupe dans les couloirs pour figurer un labyrinthe et pour perdre tout repère spatio-temporel, se retrouver enfermés dans le cerveau de Jack Torrance. Cette invention vient d'une nécessité. Kubrick avait testé avant de l'utiliser le Steadicam des centaines d'autres procédés dont aucun ne lui convenait pour retranscrire le sentiment qu'il cherchait à traduire dans le plan. Résultat, le film a révolutionné l'histoire du cinéma, on ne ferait plus jamais un film après Shining de la même façon qu'on le faisait avant Shining. Un autre procédé inventé par nécessité, c'est le bullet time dans Matrix des Wachowski. Il permet de figurer cinématographiquement que dans la matrice, la matière même de cette réalité est différente et en fait artificielle. Que le monde est flexible et peut être contrôlé par ceux qui sont allés de l'autre côté dans le monde réel. Ils vont traduire de façon cinématographique l'allégorie de la caverne de Platon, où, si des hommes sont nés enchaînés dans une caverne en regardant des ombres projetées sur un mur, alors pour eux, seul ce monde-là est la réalité, des ombres sur un mur. Mais si un jour un homme ne regarde plus les ombres et sort de la caverne pour aller dans le monde réel, alors celui-là, s'il revient dans la caverne, va pouvoir manipuler les ombres et sera comparable à un dieu. Le pionnier des avancées technologiques par nécessité formelle, c'est bien James Cameron. Pour la première fois de l'histoire du cinéma, dans Abyss en 1989, il va intégrer dans une scène un être totalement fait d'images de synthèse, pour représenter ces extraterrestres.
Il cherchait un moyen complètement nouveau de représenter un être fondamentalement différent de l'être humain, dont l'essence même est autre. Il a donc un double dialogue autoconscient, littéralement réflexif, en reflet de son geste créateur. La nature de ces créatures est autre dans le film, un extraterrestre, mais elle est aussi autre physiquement, dans la réalité, elle est une image de synthèse. Et James Cameron réitère ce procédé réflexif dans Avatar, où son personnage dans le film est cloué sur un fauteuil roulant, comme James Stewart dans Fenêtre sur cour. Et il va se projeter dans la fiction en tant que Na'vi, dans un nouveau corps complètement artificiel, grâce à un procédé qui est étrangement semblable au procédé que James Cameron utilise pour filmer, ou plutôt pour fabriquer le film, qui est totalement fait sans caméra, le performance capture, où il va littéralement plonger les vrais acteurs dans un univers et dans un corps totalement autre. À nouveau, il imagine de nouveaux procédés pour filmer l'altérité, où la réalité du procédé dans le filmage et dans la narration se répondent l'un l'autre. La réflexion entre l'univers qu'il dépeint et la réalité du filmage va encore plus loin et est inscrite dans la musique même. Les Na'vi n'ayant que 4 doigts, James Cameron a demandé à James Horner, son compositeur, de composer la musique de son film uniquement avec des accords qui pourraient être faits par des êtres à 4 doigts pour créer des sonorités totalement différentes, uniques dans l'histoire du cinéma et qui servent la mise en scène en miroir de la réalité. À la fin de son film, Cameron va faire se rejoindre les deux univers. Le laboratoire qui symbolise le filmage, la réalité, et Pandora qui représente la fiction. Neytiri va littéralement traverser l'écran de cinéma représenté par la fenêtre cassée, un cadre dans le cadre. Elle passe de la fiction dans laquelle sont projetés les avatars des humains pour faire irruption dans la réalité et aller chercher le corps de Jake pour qu'il puisse renaître dans sa forme avatar. On peut voir la même chose chez Spielberg dans Ready Player One, où la conscience de son procédé est évidente quand il filme son personnage branché à l'Oasis, la réalité virtuelle ultime dans la fiction, de la même façon que ce personnage est filmé en réalité grâce à la performance capture, avec des sortes d'électrodes sur lui. Il intègre la virtualité de son procédé cinématographique à la narration même, surtout sachant que les séquences dans le monde réel sont tournées en pellicule, et les séquences de l'Oasis sont tournées en performance capture. Il mêle les deux techniques au sein du film, il les fait dialoguer. C'est très intéressant, surtout quand on sait qu'il y a à peu près 5% des films faits à Hollywood en ce moment qui sont tournés en pellicule. Tous les autres sont tournés en numérique. La première séquence dans le monde réel est une descente. Wade est chez lui et descend littéralement dans le monde réel qu'il déteste. Alors que, à l'inverse, la première séquence dans l'Oasis est un envol. Ce dialogue entre les deux mondes est évident dans cette séquence. Regarde, nous sommes dans la réalité, dans le bureau du méchant. Il discute avec l'avatar d'un mercenaire qui se situe dans le monde artificiel et il lui demande de tuer Wade, le personnage principal. Dans un plan séquence, Spielberg va prendre en étau le portrait de Wade entre le reflet du méchant qui symbolise la réalité et l'avatar du mercenaire qui symbolise l'Oasis. Wade est désormais menacé dans la réalité et dans le monde artificiel, et Spielberg le traduit dans les images par le langage cinématographique. Toutes ces nouvelles techniques, toutes ces nouvelles technologies, une fois qu'elles ont été inventées, elles sont reprises à tort et à travers. Mais il faut savoir, il faut se rappeler qu'il y a eu une nécessité artistique préalable à l'invention de tous ces procédés filmiques. Exactement comme pour les courants dans la peinture ou dans la littérature. Renoir a créé l'impressionnisme par exemple parce qu'il voyait la façon de peindre différemment des autres. Il avait des choses à dire. Picasso et le cubisme c'est exactement pareil. Il y avait une vraie nécessité derrière. C'est pas juste un mec qui s'est levé un jour et qui a dit tiens je vais peindre des cubes parce que c'est cool. Non, il y a une vraie volonté artistique dans le changement. Sinon on n'a pas besoin de changement, on contente de recycler ce qui existe déjà et on se tape un 3e reboot de Spider-Man. Alors oui, c'est cool si on met son cerveau de côté et qu'on oublie la cohérence du scénario, mais c'est totalement creux au niveau de l'inventivité, de la réalisation, de la mise en scène. Et c'est exactement de tout ça qu'on va parler sur cette chaîne. On va voir que Jurassic Park n'est pas un énième blockbuster, mais une vraie réflexion sur le fait même d'utiliser des images de synthèse, que Matrix est un cheminement philosophique, que Mission Impossible est une réflexion sur le cinéma d'Hitchcock, que Psychose est un film sur la position du spectateur de cinéma en tant que voyeur, que Alien est un film freudien sur la maternité. Je vais essayer surtout de parler ici de films grand public, qu'on qualifie souvent de grands spectacles, de films de studio, de films superficiels, mais qui sont en fait bien plus riches qu'ils pourraient paraître au premier abord. On va essayer de montrer que, même si oui c'est très intéressant, on n'est pas obligé d'être élitiste et d'analyser uniquement du Godard, du Bergman ou du Rossellini pour trouver un film d'auteur et pour le décortiquer. Bon, c'était très dense, mais maintenant que vous avez un peu mieux compris le principe de cette chaîne, vous pouvez tout d'abord liker cette vidéo s'il vous plaît, la partager, la commenter, puis cliquer sur le lien d'une de ces 2 premières vidéos.
American Beauty pour l'épisode 1 et Alien pour l'épisode 2 pour entrer vraiment dans l'univers passionnant de l'analyse de film, la cinématographie. Merci à tous.